Alors, bonjour à toutes et à tous et merci à Abdallah Maghraoui de m'avoir invité. Je suis très touché et j'ai toujours un grand plaisir à être présent au Maroc et à Rabat en particulier. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des acides hyaluroniques. Abdallah m'avait demandé de traiter les acides hyaluroniques en pratique. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que les acides hyaluroniques en pratique, dans un contexte où il y a toujours cette espèce de controverse qui règne sur leur efficacité ou pas, doivent-ils être recommandés dans le traitement de la gonarthrose en particulier. Et donc, j'ai souhaité faire quand même un petit panorama de la situation actuelle, d'un point de vue, je dirais, rapport bénéfice-risque dans le traitement de la gonarthrose. Ceci, ce sont mes liens d'intérêt. Alors, le contexte, vous le savez, c'est pas un contexte marocain, c'est un contexte français, mais vous savez qu'on est toujours un petit peu égocentrique, hein, on aime bien parler de nous, les Français. Donc, tous les acides hyaluroniques intra-articulaires en France ont été déremboursés, ils étaient remboursés auparavant, depuis le 1er décembre 2017. C'est un arrêté qui est paru au journal officiel français, qui a été signé par notre ministre actuelle de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Le contexte également, c'est la fréquence de plus en plus croissante de la gonarthrose, et ceci pour des tas de raisons. La première, c'est le vieillissement des populations, et ça concerne tous les pays, y compris les pays entre guillemets moins avancés économiquement. La prévalence augmente avec l'âge, mais aussi avec l'obésité, qui est une véritable épidémie mondiale, là aussi, et avec la sédentarité qui contribue à l'obésité, mais qui n'est pas que l'obésité, ce qui amène les Américains à appeler l'arthrose et toute une série d'autres pathologies la sitting disease, la maladie des gens qui ne bougent pas beaucoup. Et puis tout ça entraîne une douleur de la gêne fonctionnelle, du handicap et de la perte d'autonomie, et ça c'est très important dans nos sociétés. C'est également une maladie sérieuse en ce sens que l'arthrose s'accompagne d'une surmortalité. Ça avait été montré déjà dans un papier qui a une dizaine d'années de Nuche, mais ça a été confirmé depuis. Il semble qu'il y ait une surmortalité, notamment cardiovasculaire, mais aussi dans ce papier-là, ils avaient trouvé que c'était associé aux démences, aux troubles cognitifs. Et vraisemblablement, il est possible que les troubles cognitifs ne soient pas améliorés quand les gens ne bougent pas, et qu'il faille les faire bouger, ce qui améliore le cognitif. La gonarthrose, c'est également une maladie, vous le savez, chronique, et qui donc va nous amener à une prise en charge sur le long terme. En général, quand on rencontre un patient gonarthrosique, on est amené à le connaître pendant longtemps. Et à partir de là, le traitement doit tenir compte de ce long terme. On doit anticiper différentes étapes. Le traitement, il va bien sûr être fonction du phénotype. Ce n'est pas la même chose de traiter la sitting disease ou de traiter une arthrose traumatique ou bien une arthrose où le syndrome métabolique est franchement au premier plan ou bien tout simplement une arthrose qui est liée à l'âge et au vieillissement. Et puis il y a des modalités évolutives, il y a des passages, il y a des moments où les gens vont pas mal, il y a des moments où il y a une douleur chronique de base qui peut être améliorée assez facilement, puis il y a des poussées inflammatoires et on revient à la douleur d'origine de base. Bref, c'est une maladie avec plusieurs modalités évolutives et avec une nature de la douleur qui peut varier et qui peut renvoyer à différentes structures anatomiques. On peut avoir une douleur d'origine méniscale dans la gonarthrose, on peut avoir une douleur d'origine synoviale avec un épanchement, on peut avoir une douleur d'origine osseuse avec des lésions de l'os sous-chondral, et tout ça doit être analysé par nous et on doit essayer de répondre à chacun de ces phénotypes douloureux, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, je dirais qu'en pratique quotidienne, moi, mon leitmotiv, c'est de dire on doit absolument se fixer d'amener les patients, quand on les traite, à un niveau de symptômes acceptable, c'est-à-dire à une douleur qui est en dessous de ce qu'on a appelé, d'un point de vue statistique, le PASS, le Patient Acceptable Symptom State. Ça doit être notre leitmotiv, notre objectif numéro 1. Et donc, tous les traitements doivent converger vers cet objectif. Alors les traitements, vous savez qu'il y a des recommandations internationales, vous les avez lues, vous en avez entendu parler. Et s'agissant des acides hyaluroniques, puisque c'est quand même mon sujet, je vais y revenir, vous savez que les recommandations sont très controversées, très controversables et très contradictoires. Le LAR, en 2003, recommandait les acides hyaluroniques intra-articulaires comme anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente pour les symptômes. L'ACR, en 2012, disait que ça pourrait être utilisé, mais ce n'était pas vraiment recommandé. C'était essentiellement chez les patients qui ne pouvaient pas prendre d'anti-inflammatoires ou d'antalgiques et qui étaient plutôt âgés.
L'Association américaine des chirurgiens orthopédiques, elle évidemment, pour des raisons qui ont quand même à voir avec des conflits d'intérêts chez les Américains, ne recommandait absolument pas l'usage des acides hyaluroniques en 2013. Et puis sur le site de la AOS, mais il a fallu chercher, en 2014 est arrivée une petite page avec une petite recommandation qui disait qu'on pouvait proposer aux patients les acides hyaluroniques intra-articulaires. Patients may be offered IIHA. L'ORC, plus récemment, nous a attribué une mention incertaine sur le fait de recommander ou pas les acides hyaluroniques intra-articulaires dans la gonarthrose. Incertain, grosso modo, si on résume, ça veut dire c'est à vous de vous débrouiller. Vous décidez en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous pensez de votre patient, etc. Le NICE, qui n'est pas exactement des recommandations internationales, c'est un système de préconisation anglais pour les praticiens britanniques. Alors là, c'est très clair, c'est « No, do not use ». C'est très clairement inscrit dans le papier du NICE, ne pas utiliser les acides hyaluroniques intra-articulaires. Et puis l'ESCEO, plus récemment, plaçait ce traitement par acide hyaluronique en deuxième, voire en troisième ligne, après les ASAL oraux, après les AINS, après même éventuellement les opioïdes. Alors pourquoi tant de doutes, pourquoi tant de controverses, pourquoi est-ce que ce traitement n'arrive pas à s'affirmer comme un traitement réel des symptômes dans la gonarthrose? On a fait un papier récemment, un petit groupe international, d'ailleurs il y avait notre collègue Fadwa Alali, qui a essayé de creuser cette question et de justifier pourquoi, à notre avis, ces traitements, les acides hyaluroniques, devraient faire partie des recommandations internationales de traitement dans la gonarthrose. Alors d'abord l'efficacité. Eh bien, en termes d'efficacité, on relève 17 méta-analyses des acides hyaluroniques versus placebo, parmi lesquelles seulement 2 négatives et une douteuse qui hésite à conclure, les autres étant toutes franchement positives. Alors, je suis un peu paradoxal parce que j'ai classé dans les méta-analyses positives la méta-analyse de Rutgers, qui est la fameuse méta-analyse qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été au cœur du déremboursement des acides hyaluroniques en France, qui a été au cœur du fait que l'ORC n'a pas recommandé positivement les acides hyaluroniques. Bref, c'est cette espèce de méta-analyse clé qui est une véritable épine dans notre talon de rhumatologue. Eh bien, moi, je l'ai mise dans les méta-analyses positives parce que, quand vous lisez le papier, l'objectif de la méta-analyse était d'arriver à un effet taille de 0,37 pour les acides hyaluroniques qui permettrait de conclure à leur efficacité. Et l'effet taille qui a été atteint par l'analyse, et donc par Anna Rutgers, est de 0,37. En toute bonne logique, et quand on est, comment dirais-je, méthodologiquement inattaquable, on conclut à la positivité, puisqu'on a atteint son endpoint, son objectif. Et ensuite, éventuellement, si on pense que ce n'est pas tout à fait juste, ou qu'il y a des nuances, on discute. Mais d'abord, on dit c'est positif, et ensuite on discute. Ça n'est malheureusement pas ce qu'elle a fait. Et puis il y a 4 méta-analyses des acides hyaluroniques versus autres produits. Alors ce tableau un petit peu compliqué, c'est une revue systématique des méta-analyses faite par une équipe chinoise, parue il y a 2 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les petites cases vertes, c'est tout ce qui favorise les acides hyaluroniques. Et en termes de symptômes, que ce soit sur le court ou le long terme, que ce soit sur la fonction ou sur la douleur, les acides hyaluroniques, clairement, ont un effet positif, même s'il est parfois modeste, selon les méta-analyses, mais un effet positif. La seule case rouge que vous voyez, c'est une case rouge qui indique une différence en faveur du placebo, et elle concerne la tolérance. Ce papier très intéressant apporte un élément supplémentaire dans le dossier d'efficacité des acides hyaluroniques. C'est une méta-analyse en réseau, faite par Banuru. Alors, méta-analyse en réseau, ça veut dire qu'on utilise des essais cliniques de comparaison face-face de certains produits, ou du placebo et d'un produit, mais on utilise également, quand on n'a pas forcément des essais face-face entre 2 produits, on utilise le fait qu'un anti-inflammatoire a été comparé versus un placebo et que l'acide hyaluronique a lui-même été testé contre placebo. Et donc, on fait une espèce de transition d'un résultat vers un autre. Ça permet de classifier des traitements, même s'ils n'ont pas été directement comparés entre eux. Je ne sais pas si je suis clair. Si je ne suis pas clair, vous m'interrogerez là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on arrive à ce tableau, qui est le résumé de ce papier, qui est un papier qui a traité beaucoup d'informations. Vous voyez que le paracétamol a un effet taille qui est en dessous de l'effet taille cliniquement significatif. On considère qu'en dessous de 0,20, un traitement n'a pas
globalement d'efficacité sur la douleur. Le placebo intra-articulaire, c'est très important, est au-dessus du paracétamol et évidemment du placebo oral, avec un effet taille de presque 0,3, c'est-à-dire une efficacité sur la douleur. Et vous voyez en bas de cette plaque que les acides hyaluroniques intra-articulaires offrent quasiment avec les corticoïdes intra-articulaires le meilleur effet taille sur la douleur si on additionne l'effet placebo du placebo intra-articulaire et l'effet propre des acides hyaluroniques. Donc dans la hiérarchie qui est donnée ici par ce papier, les acides hyaluroniques se situent très clairement dans le haut du panier et légèrement au-dessus des anti-inflammatoires non stéroïdiens dont on sait dans la gonarthrose et dans l'arthrose en général qu'ils ont une efficacité modeste. Pour résumer, en termes de placebo, needle, better than pill, clairement vous mettez une aiguille dans un genou, vous avez déjà fait du bien, même si vous avez fait mal sur le moment à votre patient, vous avez déjà fait du bien. Ça a été montré il y a très longtemps, hein, dans les années 30, il y a un premier papier qui disait que simplement mettre une aiguille, sans que le patient sache s'il avait été injecté ou pas, ponctionné ou pas, ça donnait des résultats sur la douleur et la gêne fonctionnelle. Alors, dans une analyse d'un dossier, il y a bien sûr l'analyse de la tolérance. La tolérance des acides hyaluroniques, elle est comparable à celle du placebo, grosso modo, et tous les essais soulignent la bonne tolérance, notamment systémique. Les réactions sont des réactions locales au point d'injection, ou bien parfois un gonflement, une hydarthrose post-injection. Et sur l'exemple français, plus d'1 million de patients traités juste avant le déremboursement, l'année d'avant, 2016-2017, il n'y a pas eu à ce moment-là d'augmentation signalée de cas d'arthrite septique, qui est quand même pour nous la grosse inquiétude. Quand on pique un genou, essayez de ne pas avoir d'arthrite septique. Et malgré l'augmentation exponentielle du nombre de patients traités et du nombre d'injections, puisqu'en France à l'époque c'était essentiellement des tri-injections qui étaient utilisées, on n'a jamais eu une augmentation parallèle, proportionnelle du nombre d'arthrites septiques par rapport au point de départ qui étaient les 100 000 injections de corticoïdes qu'on avait dans les années 90 par an. Alors, la méta-analyse Rudgess, revenons-y, puisqu'il semble, d'après cette méta-analyse, que les acides hyaluroniques sont un traitement extrêmement dangereux. On nous a signalé des effets gastro-intestinaux. Bon, ça, c'était plutôt dans les groupes placebo qui prenaient les anti-inflammatoires de façon plus importante que dans le groupe acide hyaluronique. Mais par contre, on nous a signalé des effets cardiovasculaires, 5 versus 2, et des cancers, 6 dans les groupes traités par acide hyaluronique versus 0. Donc, vous injectez un patient avec de l'acide hyaluronique, et puis 3 mois après, vous avez un cancer. Voilà ce que nous dit Rudgess. Le problème, c'est que ces effets indésirables graves venaient d'un seul essai, qui à l'époque n'était même pas publié, c'était un abstract qui avait été présenté à l'ACR. Et quand le papier de Vibeke Strand, puisque c'était l'auteur principal, est paru comme full paper, elle a, elle, directement et très clairement éliminé toute relation de causalité entre ces effets observés et les acides hyaluroniques. Mais ça, ce travail-là, Rudgess ne l'avait pas fait, c'est-à-dire la question de l'imputabilité. Quand vous avez un effet indésirable, la première question, c'est est-ce qu'il est imputable ou pas au traitement. Et donc on essaie de procéder par une analyse qui permette de décider si c'est imputable. Cette analyse-là n'avait pas été faite. Si vous lisez le papier de Rudgess, le mot imputabilité sur les 10 pages du papier n'apparaît même pas, ni dans les résultats sur la tolérance, ni même dans la discussion. Deuxièmement, son analyse de la tolérance porte sur une toute petite partie des papiers sélectionnés pour sa méta-analyse, puisqu'il y a 71 papiers retenus dans sa méta-analyse, mais il y en a seulement 14 retenus dans l'analyse de la tolérance, qui pose quand même un problème méthodologique. Par contre, ce papier de Banuru, à nouveau, lui analyse tous les essais uniquement sur la question de la tolérance et montre ce que nous savons, que grosso modo, on a un taux d'effet indésirable qui est principalement local, autour de 8 à 9% de réaction au point d'injection ou de réaction inflammatoire, ce qu'on connaît, ce qu'on retrouve dans les essais cliniques. Bref, tout ça est très cohérent. Problème de tolérance locale et mineur, puisque très souvent ces effets disparaissent rapidement. Quelles sont les alternatives aux acides hyaluroniques? C'est ce que vous avez là. Le paracétamol, oui, mais ce n'est pas forcément très efficace. Les opioïdes, efficaces sur la douleur, mais un nombre nécessaire pour faire du mal qui est de 5 seulement. Vous traitez 5 patients, vous en avez un qui ne va pas bien. Donc ce sont des traitements très mal tolérés, et vous connaissez la polémique actuelle sur la surutilisation des opioïdes dans le monde, qui pose quand même question. Je ne parle pas seulement des sportifs. Troisièmement, vous avez les anti-inflammatoires, mais les anti-inflammatoires, ils sont d'abord pas forcément très efficaces, et ils ont par contre, en termes de tolérance, un nombre d'effets indésirables extrêmement sérieux. Tout à l'heure, on va nous parler à INS et cœur. Il y a le rein,
il y a le gastro-intestinal, et puis ensuite la peau et les effets neurosensoriels. Mais pour s'en tenir au sujet âgé que nous traitons souvent, cœur, rein et estomac ou tube digestif bas, ça fait déjà beaucoup pour nous occuper en termes de iatrogénicité. Alors de quoi parlons-nous quand on parle d'acide hyaluronique? On parle de cette molécule qui est un glycosaminoglycane formé de deux sucres, simplement, l'acide glucuronique et puis le N-acétylglucosamine, qui sont attachés l'un à l'autre et qui sont répétés des milliers de fois, et c'est ça qui vous donne le poids moléculaire plus ou moins important, c'est le nombre de disaccharides que vous avez dans la molécule, et puis la façon dont ils sont imbriqués les uns dans les autres, puisque ce n'est pas la même chose dans le Hylan que dans le Hyalgan par exemple. C'est présent dans le cartilage, c'est présent dans la synoviale et dans le liquide synovial, c'est présent dans plein de tissus, c'est une molécule ubiquitaire. Ça n'est pas spécifique de la rhumatologie et c'est synthétisé pour ce qui est de l'articulation par les chondrocytes et les synoviocytes de type A. C'est un composant très important et de la matrice et du liquide. Ce qui est important, c'est que dans l'arthrose, il faut savoir que le poids moléculaire et la concentration sont diminués. Et la fonction principale de cet acide hyaluronique, c'est lubrification articulaire, absorbeur de choc. C'est essentiellement les deux points. Et donc, quand la quantité ou quand la concentration ou le poids moléculaire baisse, on a une moins bonne protection intra-articulaire. Si on essaie d'y voir plus clair selon les caractéristiques physico-chimiques, puisque c'est ça qui finalement nous intéresse en pratique quotidienne, comment est-ce qu'on peut classer ces produits? Je me réfère aux 14 produits disponibles en France, mais il y en a en Italie, il y en a plus de 80. Donc selon les pays, ça varie. Alors là, plus de 80, ça devient très difficile à classer. Grosso modo, on peut classer selon le poids moléculaire, on peut les classer selon la concentration, la quantité d'acide hyaluronique qu'on a dans la seringue, 1%, 2%, 2,5%. On peut les classer selon la structure, est-ce qu'ils sont linéaires ou réticulés. Et puis ensuite, il y a l'origine, si c'est du poulet ou pas du poulet, etc. Bien, alors, poids moléculaire, voilà le tableau qui vous résume pour ce que nous avons en France, les différents poids moléculaires. Ça va de poids moléculaires entre guillemets bas, par exemple le Hyalgan, qui est entre 500 et 700 000 Dalton, à des poids moléculaires très élevés, le Durolan. Mais alors, le Durolan, c'est pas compliqué, hein, c'est la molécule dont je vous parlais, multipliée à l'infini, donc 90 millions de Dalton, pourquoi s'arrêter? On peut aller jusqu'à 150 ou 200 millions de Dalton. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus injecter, donc on est obligé de s'arrêter. Le Synvisc, particularité, c'est un produit réticulé en deux parties, et donc il y a une espèce de construction un petit peu particulière, c'est un Lego un peu particulier. Si on regarde en termes de concentration, le plus concentré actuellement c'est le Goon et puis le Durolan, 2%. On a un 2,5%, il n'apparaît pas ici, oui il a disparu, c'était Adam. Non c'est Adam, il est là, 2,5 ml. Donc on a en fonction du pourcentage de concentration, des quantités d'acide hyaluronique qui sont variables dans la seringue, de 16 mg avec le synovial à 25 mg avec Adam. Ce qui peut-être peut jouer, mais on n'en sait rien au fond, parce qu'on n'a pas testé ça. Enfin, du point de vue physico-chimique, la structure, alors réticulé par réticulé, faut-il utiliser que des réticulés, et par exemple le Synvisc ou Apicross, qui est un des derniers réticulés qui est paru sur le marché, ou bien faut-il utiliser des linéaires, ou bien est-ce qu'on s'en fiche? On n'a pas forcément la réponse à cette question. Alors, comment on peut faire en pratique pour s'aider à y voir plus clair et à savoir quel type de produit utiliser, comment? Actuellement, du point de vue de la littérature, à ma connaissance, aucun acide hyaluronique n'a prouvé sa supériorité par rapport à un autre. Je crois que ça doit être dit très clairement. La littérature là-dessus est assez précise. Si vous regardez ces essais qui ont été faits en non-infériorité comparant un acide hyaluronique à un autre, en général un poids moléculaire bas ou intermédiaire versus le Synvisc, l'Hylan GF20, et puis un poids moléculaire intermédiaire versus Hyalgan, poids moléculaire un peu plus bas, aucun de ces essais n'a montré une supériorité d'un produit par rapport à un autre, avec une petite exception, c'est l'essai Goon versus Hyalgan, où il y avait non-infériorité entre les produits, ce qui était la méthodologie de départ, essai en non-infériorité, mais comme tout l'intervalle de confiance de cette non-infériorité était situé au-dessus du zéro, statistiquement on avait le droit de tester la supériorité du produit Goon versus le produit Hyalgan, et il y avait une discrète supériorité équivalent à 5 mm de douleur sur une échelle visuelle 0-100 en faveur du Goon. Ça donnait un taux de répondeur un petit peu plus important. Encore une fois, c'est un essai unique
qui n'a pas été reproduit. Alors, vous savez qu'en matière scientifique, ce qui n'est pas reproduit ou reproductible n'a pas de valeur, ou a une valeur simplement indicative. Par contre, si vous analysez les taux de réponse en termes Oméract ou RC ou en termes de patients arrivés au PASS, le fameux PASS dont je parlais tout à l'heure, vous avez un taux de réponse de 74% globalement dans tous ces essais. Mais pas de supériorité d'un produit par rapport à un autre. Alors comment faire en rhumatologie ambulatoire? Comment s'y retrouver? Est-ce qu'il faut choisir en fonction des critères de disponibilité des produits? En fonction des comorbidités par rapport au fait d'injecter une fois ou 3 fois? Est-ce qu'il faut choisir en fonction de la tolérance? Bon, c'est clair que si des gens ont des allergies aux protéines de poulet, il vaut mieux éviter les produits dérivés des crêtes de coq. Est-ce qu'il faut choisir en fonction de critères purement économiques, le prix du produit? Ça peut se poser. Est-ce qu'il faut choisir en fonction des convictions, de son expérience personnelle? C'est ce que font souvent la plupart des rhumatologues, en particulier en France en tout cas. Est-ce qu'il faut privilégier les produits qui ont un dossier clinique, avec des essais cliniques, avec des preuves scientifiques? Ce n'est pas le cas de tous. Est-ce qu'il faut privilégier le rapport coût-bénéfice? Est-ce qu'il faut privilégier le packaging, la facilité d'emploi, le fait que ce soit stérile ou pas stérile, que l'aiguille soit montable facilement ou pas, ce qui diminue les manipulations et les risques septiques? Tout ça peut intervenir. Alors, grande question actuelle, mono ou tri-injection? Moi, je n'ai pas de réponse sur un terrain scientifique. Je n'ai pas d'essai face-face 3 versus 1. Donc, sur le terrain strictement scientifique, on n'a aucune preuve qu'une modalité par rapport à l'autre soit supérieure. Grosso modo, la mono-injection, on peut dire que c'est une grosse quantité en une seule injection. Ça donne peut-être un peu plus de réactions locales inflammatoires ou douloureuses. Est-ce que c'est plus efficace ou aussi efficace? On n'en sait rien. En ce qui me concerne, je reste pour l'instant attaché plutôt au tri-injection parce que mon impression est que le fait de répéter l'espèce de micro-lavage d'injection avec l'effet placebo qu'il y a et avec peut-être l'induction répétée de la production intrinsèque intra-articulaire d'acide hyaluronique, c'est peut-être plus facile ou ça se fait peut-être mieux avec le tri-injection. Mais encore une fois, je n'ai strictement aucune preuve de ce que j'avance quand je dis ça. Et donc en pratique, ce que je fais, c'est plus de tri-injection, pour une raison qui est celle que je viens de vous dire. Et la mono, je la réserve aux gens pressés, qui sont entre 2 avions, ou bien aux gens qui ont une véritable phobie des injections et chez qui une seule suffit. La question des poids moléculaires. Vous savez que pendant des années, le concept marketing, je dis marketing, pardon, de viscosupplémentation, a été développé en fait par les promoteurs du Ilan GF20, du Synvisc. C'est les différents laboratoires qui ont possédé le Synvisc. C'est même le père fondateur du Synvisc, M. Balach, qui a développé ce concept marketing. L'idée étant, on injecte quelque chose qui va, de façon un peu inerte, lubrifier et améliorer les conditions, l'écologie intra-articulaire. Mais c'était quand même du côté de l'inerte. C'est ce qui a fait que Balach est allé à l'Europe pour dire « nous, c'est un dispositif, ce n'est pas un médicament ». Et c'est lui qui a fait classer à l'échelon européen le Ilan GF20 comme dispositif plutôt que comme médicament, ouvrant la voie au fait que tous les acides hyaluroniques seraient des dispositifs et fermant la voie au fait que ce sont des médicaments. Ce qui, à mon avis, n'est pas pour rien dans l'appréciation internationale du doute sur ces produits. Personnellement, je suis persuadé que c'est un médicament et qu'il a une action pharmacologique, qu'il induit des actions pharmacologiques. Mais c'est resté viscosupplémentation et maintenant vous avez des sessions dans les congrès scientifiques, y compris à l'ACR, qui s'appellent viscosupplémentation. C'est-à-dire que c'est un énorme succès de ce terme marketing et de M. Balach. Le concept ne résiste pas aux preuves. Le temps de résidence intra-articulaire de l'acide hyaluronique après injection, il est entre 3 et 10 jours, 10 jours au maximum pour l'Ilan GF20. De toute façon, ça ne rend pas compte d'un effet à 3 mois, 6 mois ou 1 an. En 10 jours, tout le produit est clearé de l'articulation. Donc si il y a effectivement un effet sur les symptômes 3, 6 ou 9 mois, ce n'est pas par le temps de résidence intra-articulaire, mais c'est par l'induction de quelque chose qui fait que les symptômes sont améliorés. Ce n'est donc pas un traitement par un gel inerte, mais c'est un traitement pharmacologique qui induit des modifications pharmacologiques. C'est ce qui nous a amené avec Hervé Barre et Xavier Chevalier à préférer parler de visco-induction, parce qu'on pense que ça relance la fabrication in situ d'un acide hyaluronique de bonne qualité quand on injecte de l'acide hyaluronique exogène. De toute façon, tout ça m'amène, moi, à une conclusion, c'est que le poids moléculaire n'est pas pour grand-chose dans l'histoire de l'efficacité des acides hyaluroniques. Ce que 2 observateurs canadiens avaient déjà dit dans les années 90, ils avaient dit la concentration
est beaucoup plus importante que le poids moléculaire. Et ça, c'était très intéressant, même s'ils n'ont malheureusement pas été écoutés parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt financier derrière eux de poids pour imposer un concept, mais leur analyse était clairement que la concentration comptait plus. Bon, et puis à l'appui du fait que le poids moléculaire ne joue pas forcément, ces comparaisons face-face qui n'ont pas montré de supériorité du Ilan par rapport au moins lourd, entre guillemets. Que dire aux patients sur le délai d'efficacité? Moi, je leur dis, l'efficacité est rarement immédiate. Quand ils reviennent après la première injection, ils disent « Oh, ça ne m'a rien fait », je leur dis « Écoutez, c'est normal, c'est un traitement d'effet différé. On va faire les 3 et on va voir ». La seule exception, c'est les patients qui ont des genoux très raides, où il est possible que dès la première injection, le simple effet un peu de viscosité supplémentaire dans l'articulation leur donne le sentiment d'avoir un genou un peu plus souple, qui bouge un peu mieux. On a tous des patients comme ça qui reviennent en disant dès la première injection, c'est formidable, je bouge beaucoup mieux, je peux plier mon genou beaucoup mieux. Mais c'est un effet, je dirais, entre guillemets, collatéral. Ce n'est pas l'effet principal recherché, puisqu'on recherche, nous, l'amélioration à long terme. J'explique aux patients qu'en général, ce n'est pas avant la 3e injection, voire après, qu'il faut attendre 3 à 4 semaines après la 3e injection pour dire ça a marché ou pas. En d'autres termes, j'essaie de leur dire qu'il ne faut pas jeter l'éponge avant 6 à 7 semaines après la première injection. Le rythme d'administration et la question de la répétition des cures. Dans les années 70-75, on est parti, après les chevaux, chez l'humain, sur des modalités d'injection hebdomadaire. Et c'est ce schéma hebdomadaire qui a servi de base à la réalisation de tous les essais cliniques ensuite, notamment ceux avec Ialgan et avec Ilan GF20, qui étaient les deux têtes de liste, bien que l'Ilan GF20 était en fait dérivé du Elon. Le Elon était un produit que Balázs avait développé en Suède avant de monter son poids moléculaire de 2 millions de Dalton à 6 millions de Dalton par le procédé de cross-linkage. À l'époque, le Ialgan était recommandé sur 5 injections hebdomadaires. Nous faisons tous plutôt 3 ou 4 injections. La question est de savoir, est-ce que c'est finalement mieux de faire 3 ou 4 injections à rythme hebdomadaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire 2 et ensuite on fait une piqûre de rappel éventuellement tous les 4 ou 6 mois? C'est ce que Bernard Amor à une époque préconisait. Il disait commencez à 2 ou 3, puis vous en refaites une tous les 4 ou 6 mois. On n'en sait rien. Ça n'a jamais été évalué. Il y a eu 2 études, effet dose, avec 1 versus 3 versus 5 injections pour l'Ialgan, qui montraient que 3 à 5, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais on n'a pas eu d'études face-face où on aurait traité les patients hebdomadaires, ou les patients de façon mensuelle, ou les patients avec un traitement d'attaque et ensuite une répétition tous les 4 mois. Toutes ces données manquent malheureusement. Faut-il répéter les cures? Ça, c'est une autre question. Alors personnellement, je répète les cures à la réapparition des symptômes. Je ne suis pas partisan de la répétition annuelle systématique, même si, encore une fois, en France jusqu'à il y a 1 an, on avait un remboursement annuel. On pouvait le faire. Mais personnellement, quand j'intervenais dans des réunions, je disais, moi j'attends la réapparition des symptômes. Je n'ai pas de raison de piquer et de prendre le risque de piquer un genou qui va bien. Enfin, est-ce qu'on a des facteurs prédictifs d'une meilleure réponse? Eh bien, malheureusement, pas beaucoup. Ça n'a pas beaucoup intéressé les investigateurs qui faisaient les études cliniques depuis les années 75. Si on résume la littérature, grosso modo, il semble que ça marche mieux chez les patients qui sont peu évolués sur le plan radiologique, ce qu'on appelle le stade 2 de Kellgren-Lawrence, même si Kellgren-Lawrence, le stade 2, si on se met dans cette salle à analyser une radio, on va tous avoir des différences dans l'analyse. Pas trop vieux, ça marche quand même plutôt mieux vers les gens chez des gens qui ont un peu moins de 60 ans ou autour de la soixantaine. Les very old, on les traite parce qu'en général, soit ils ne sont pas opérables, soit ils n'ont pas envie d'être opérés. Donc là, ça a un intérêt, je dirais, par rapport à ces patients pour les soulager de façon ponctuelle. C'est meilleur si les patients ont un bon niveau de symptômes initial. S'ils ne sont pas très douloureux, c'est peut-être pas la peine de les traiter. S'ils sont franchement douloureux, ça marche pas mal. Et puis sans épanchement, alors ça se discute parce que ce qu'il ne faut pas, c'est la poussée inflammatoire. Ce n'est pas un traitement de la poussée inflammatoire et arthrodiale. Par contre, chez nos patients qui ont cette espèce de récurrence de petits épanchements, on peut être amené à les traiter. Mais il faut à chaque fois ponctionner et éventuellement utiliser de temps en temps un corticoïde. Alors, y a-t-il intérêt à associer justement acide hyaluronique et corticoïdes? Je sais que c'est une pratique qui se fait beaucoup dans un certain nombre de pays. En France, il y a je dirais un tiers des rhumatologues qui le font assez systématiquement dès la première injection, corticoïdes plus la première injection d'acide hyaluronique. Personnellement, je le fais peu, je l'ai très peu fait, sauf peut-être justement chez ces patients quand cette espèce de récurrence d'un petit épanchement et où à chaque fois que vous mettez une aiguille, vous avez l'impression que vous pouvez retirer 7, 8, 10 millilitres.
ce qui pose quand même un problème. On se dit que peut-être mettre un corticoïde en plus au même moment, ça peut éviter la récurrence de cet épanchement pour l'infiltration d'acide hyaluronique successive. D'autres collègues associent de façon systématique ou alors avec la monoinjection. Peut-être d'ailleurs parce qu'ils craignent la réaction inflammatoire. Bon, ça, c'est à discuter. La seule étude dans la littérature qui a étudié corticoïdes plus acide hyaluronique intra-articulaire et pour savoir si ça renforçait l'efficacité des acides hyaluroniques, c'est une étude de Greco-Moro qui date de 1992. D'accord ? Depuis 1992, ça n'a intéressé personne. Greco-Moro avait travaillé avec le Hyalgan à l'époque, c'est un Italien. Intérêt d'associer acide hyaluronique intra-articulaire et PRP. Alors je sais que vous faites beaucoup de PRP, d'associations. En France, ça a aussi un petit peu commencé. Les données de la littérature sont quand même extrêmement faibles sur la question de l'association. Hein. Elles sont égales à 0, d'accord ? Vous n'avez pas un essai association versus placebo. Vous avez des essais association versus acide hyaluronique seul. Mais est-ce que ça apporte un niveau de preuve? On ne sait pas. En tout cas, dans la gonarthrose, PRP, pour l'instant, ça n'a pas prouvé une efficacité indiscutable. Donc déjà, sur le papier, les PRP, c'est un traitement possible, mais ce n'est pas un traitement dont le niveau de preuve est très élevé. Et donc la question de l'association, pour moi, reste ouverte. Personnellement, j'en fais pas. D'abord parce que je ne fais pas de PRP. Mais si je faisais du PRP par personne interposée, je peux envoyer des collègues, je ne suis pas sûr que j'associerais les deux. Je ferais peut-être un, puis l'autre, éventuellement. Alors, dernière chose, je suis désolé, j'étais un peu long. Les acides hyaluroniques reportent-ils la nécessité d'aller à la prothèse? On a des arguments. Des études dans des bases assurantielles américaines ont montré que les patients qui avaient reçu des cures d'acide hyaluronique étaient allés à la prothèse 1 an et demi, 2 ans plus tard que ceux qui n'en avaient pas eu, mais c'est de l'observationnel dans des études, dans des bases assurantielles. Un travail espagnol avait montré que chez des patients arrivés à l'indication de prothèse, si on reconstituait leur parcours de soins, ceux qui avaient eu des cures d'acide hyaluronique, par un modèle mathématique un peu compliqué, avaient gagné 2 ans à 2 ans et demi avant la prothèse, ce qui était quand même pas négligeable. Et puis on a la cohorte Koala, c'est sorti à la dernière SFR en décembre. Ils ont analysé 656 patients, 91 prothèses dans cette cohorte, hein, après 5 ans d'observation des patients. 22% avaient eu une infiltration de corticoïdes, 29% avaient eu de l'acide hyaluronique intra-articulaire, 92 de ces 665 patients avaient eu une association des deux infiltrations dans le temps, et le risque relatif de prothèse totale incidente, donc de prothèse dans le cours de la cohorte, il était de 0,96 si corticoïdes, donc ça ne changeait rien, et il était de 0,38 si acide hyaluronique intra-articulaire. Alors le problème, c'est que le 1 est inclus dans l'intervalle de confiance, mais quand même un risque relatif de 0,38, ça veut dire qu'on a diminué de 60% le risque de prothèse. Alors même si statistiquement, compte tenu du faible effectif, ce n'est pas significatif, on peut estimer que si on avait un effectif un peu plus important, on aurait probablement eu une différence statistiquement significative. En tout état de cause, moi je retiens ce travail comme un travail à l'appui du fait qu'on épargne probablement des prothèses quand on traite par injection d'acide hyaluronique, même si les auteurs ont conclu différemment. Enfin, en conclusion, pour moi, la discussion n'est pas sur l'efficacité des acides hyaluroniques. Je pense que le dossier est un bon dossier et que c'est un bon rapport bénéfice-risque. Ça peut retarder la pose de prothèse. Ça ne mérite certainement pas les doutes exprimés par les recommandations qui sont principalement menées par les anglo-saxons, ce qui pose un problème parce qu'il y a vraisemblablement un problème culturel. Et de ce point de vue, les patients l'ont compris, ils continuent de venir se faire traiter en France, même si ça n'est plus remboursé. Le problème, c'est variété d'usage, association, modalité d'administration, et là il faut clairement travailler sur une meilleure justification de nos choix posologiques, de notre façon d'utiliser ces traitements, et aussi des patients qui sont les plus susceptibles de bénéficier de ce traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention.